Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais vécu cela dans leur histoire. La Cour suprême des États-Unis a en fait permis à Donald Trump d'usurper le pouvoir et de renvoyer ceux sur lesquels le président américain n'avait en principe aucune autorité. La Cour suprême des États-Unis, par 6 voix contre 3, a élargi le pouvoir du président de révoquer des fonctionnaires, annulant ainsi un précédent vieux de près d'un siècle. Désormais, Donald Trump est autorisé à révoquer et nommer des fonctionnaires d'agences indépendantes qui n'avaient jamais été subordonnés ni au Congrès et encore moins au président. C'était l'idée de la démocratie. Il devait y avoir des contre-pouvoirs. Maintenant, il n'y en a plus aux États-Unis après la décision de la Cour suprême. De plus, la Cour suprême des États-Unis a également rendu une décision concernant les élections qui auront lieu dès novembre, et cette décision n'annonce rien de bon pour les États-Unis. En même temps, la Cour suprême des États-Unis n'a pas permis à Donald Trump de simplement renvoyer les fonctionnaires du système de la Réserve fédérale, ce qui a également fait exploser l'espace médiatique, car ce sont là un vrai deux poids, deux mesures. Dans cet épisode, je vais expliquer simplement la situation politique actuelle aux États-Unis. Car ces derniers jours, la Cour suprême rend décision sur décision concernant des affaires scandaleuses liées à Donald Trump. Et ces décisions changent radicalement le paysage politique des États-Unis. Et tout cela mène à une usurpation totale et à une concentration du pouvoir entre les mains du président. Je suis sûr que même maintenant, les médias ukrainiens et européens évoquent ces décisions de la Cour suprême. C'est pourquoi j'ai voulu vous expliquer la situation. Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également les liens vers tous mes réseaux sociaux. Alors laissez-moi commencer par une explication imagée du fonctionnement du système politique des États-Unis d'Amérique. Voici comment le pouvoir est organisé aux États-Unis. Je vais essayer de l'expliquer à l'aide d'images. Imaginez qu'il y a 3 serrures sur la porte d'entrée de votre maison. Et pour entrer dans la maison, vous devez ouvrir les 3 serrures. La clé de la première serrure est dans votre poche. Celle de la seconde est chez vos voisins, qui s'assurent que vous ne fassiez pas de bêtises. Et ils regardent si vous rentrez d'une fête en étant ivre ou pas trop. Et la 3e clé est chez un gardien indépendant, que vous ne pouvez pas renvoyer simplement parce qu'il ne vous plaît pas. Mais c'est vous qui avez engagé ce gardien à l'époque, et c'est justement lui qui protège la maison et ne permet même pas à vous de lui nuire. Mais il ne vous laissera tout simplement pas entrer dans votre propre maison si vous venez avec l'intention de lui nuire. Voilà, c'est à peu près ainsi que le pouvoir américain fonctionne depuis environ 250 ans. Le président, le Congrès et, ce qui est important, une agence indépendante se tiennent mutuellement en échec pour que personne ne devienne trop puissant. Les 3 ont chacun leur propre clé, et aucun ne peut se passer des autres. Et pour prendre une décision, il faut les clés des 3. Le président, le Congrès, une agence indépendante. Mais le 29 juin, la Cour suprême des États-Unis a tout simplement fait sauter la 3e serrure de cette porte. Maintenant, dans cette maison, il n'y a tout simplement plus de 3e serrure. En conséquence, la 3e clé n'est plus nécessaire non plus. Et la Cour suprême a fait cela très discrètement, avec des formulations juridiques, sans aucun scandale retentissant. C'est pourquoi la plupart des gens n'ont même pas remarqué qu'en réalité, il s'est passé quelque chose d'historique. La Cour suprême des États-Unis a permis à Donald Trump de renvoyer littéralement n'importe qui. C'était la décision dans l'affaire Trump contre Slaughter. La Cour suprême, par 6 voix contre 3, a élargi le pouvoir du président de révoquer les fonctionnaires, annulant un précédent vieux de près d'un siècle appelé Humphrey's Executor. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? En termes simples, il existe en Amérique une vingtaine de ce qu'on appelle des agences indépendantes. Ce sont des structures créées pour fonctionner à l'écart de la politique. Elles régulent, sans exagération, absolument toute la vie des Américains. Ces agences régulent d'immenses domaines de la vie américaine, les conflits du travail, les droits des fonctionnaires fédéraux, la discrimination sur le lieu de travail, certaines coopératives de crédit, les syndicats, eux-mêmes, des questions concernant le rappel de produits dangereux, la régulation des aliments et des médicaments, l'enquête sur les accidents d'avion, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont toutes des agences indépendantes et elles fonctionnent en dehors de la politique.
Depuis 1914, la loi protégeait les dirigeants de ces agences par une règle simple. Les membres de ces commissions ne peuvent être révoqués que, je cite, pour incompétence, négligence de leurs devoirs ou abus de pouvoir, mais pas parce qu'ils sont en désaccord ou qu'ils se disputent avec le président. Non, c'était justement ça l'intérêt. Ces agences n'avaient rien à voir avec la politique, et cela leur permettait de travailler pour le bien des Américains, quel que soit le gouvernement, vraiment n'importe lequel. Et voilà que la Cour suprême a enterré cette règle. Tout a commencé en mars 2025. À ce moment-là, Donald Trump a tout simplement renvoyé un membre de la Commission fédérale du commerce, Rebecca Slaughter, sans donner de véritable raison. Il a déclaré que son maintien était incompatible avec les priorités de l'administration présidentielle. Voilà tout. Alors pourquoi l'a-t-il renvoyée ? Parce qu'elle ne convenait pas. Point final. Et Slaughter, bien sûr, a intenté un procès. Et les tribunaux inférieurs l'ont réintégré dans ses fonctions, en se référant à un précédent de 1935. Au final, le juge en chef des États-Unis, John Roberts, de la Cour suprême, a déclaré que votre jurisprudence, c'est n'importe quoi. Et donc la Cour suprême annule simplement ce précédent. Et la logique est la suivante. La Commission fédérale du commerce n'est tout de même pas un organe indépendant. Non, c'est une partie du pouvoir exécutif. Cela signifie donc que cet organe doit être contrôlé par le chef du pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le président. Et toute cette histoire n'aurait pas pris une telle ampleur s'il n'y avait pas un petit détail. On pourrait se dire, écoutez, Donald Trump a simplement renvoyé une employée d'une commission quelconque, et alors ? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Ces agences ont été rendues indépendantes exprès, même du chef du pouvoir exécutif, pour que les décisions soient prises sur la base des faits et non selon la volonté politique d'une seule personne ou en fonction des préférences politiques de quelqu'un. Slaughter elle-même l'a expliqué ainsi. L'indépendance permet de prendre des décisions sur le fond, sur la base des faits et pour protéger les intérêts des Américains. Lorsque le dirigeant peut être renvoyé simplement parce qu'il ne plaît pas personnellement au président, cela signifie que le dirigeant commencera à agir non pas dans l'intérêt des Américains, mais par loyauté envers ce président. Ce qui est le plus inquiétant ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une décision isolée ni du licenciement d'une seule personne, mais d'un changement global de la philosophie du pouvoir. Les juristes appellent aujourd'hui la doctrine que la Cour vient de légaliser la théorie de l'exécutif unitaire. C'est ainsi qu'elle est définie. Voici ce que disent les juristes américains. Après cette décision, c'est la théorie de l'exécutif unitaire. C'est l'idée que le président doit avoir un contrôle total sur tout le pouvoir exécutif. Ainsi, aucun pouvoir exécutif ne peut être indépendant. Tout doit être strictement sous le contrôle du président. Et donc la juge Sotomayor, qui s'est opposée à une telle décision, a déclaré que cette décision, je cite, « donne au président un pouvoir inconnu même de la couronne anglaise contre laquelle se sont révoltés les pères fondateurs, l'élevant au-dessus des branches du pouvoir qui lui étaient autrefois égales, et transforme le devoir d'appliquer fidèlement les lois en une licence pour agir à l'encontre de ces mêmes lois. » Et aujourd'hui, la Cour, comme elle le dit, rejette le système démocratique au profit de celui qui déforme la structure du pouvoir selon la théorie majoritaire d'un contrôle exécutif unitaire et total. Et ici, Donald Trump lui-même a montré combien il attendait cette décision. Voici sa citation. « 90 ans de précédents ont été complètement et sans réserve annulés, ce qui élargit considérablement le pouvoir présidentiel au moment où il en est le plus besoin. » Autrement dit, Donald Trump ne nie même pas que cette décision élargit simplement les pouvoirs du président, et c'est ce qu'on appelle une usurpation du pouvoir. Un détail dans la décision de la Cour rend la situation encore plus intéressante. Le même jour, la même Cour suprême a examiné la tentative de Donald Trump de limoger Lisa Cook de la Réserve fédérale. C'est la Banque centrale des États-Unis d'Amérique qui gère les taux d'intérêt et, en fait, tient l'économie du pays entre ses mains. On pourrait croire qu'en s'appuyant sur la décision précédente de la Cour suprême, Trump pourrait la renvoyer. La Cour a dit qu'il pouvait licencier. Elle n'est en rien différente de l'employée précédente. Mais là, soudainement, la Cour suprême a changé d'avis. Et elle a bloqué le licenciement par Trump de la membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Lisa Cook, préservant ainsi l'indépendance de la Banque centrale.
D'ailleurs, la décision concernant la réserve fédérale a été prise à une voix près, 5 juges contre 4. Et c'est étrange, pourquoi la banque c'est possible, mais pas la commission du commerce? Comment ça fonctionne? Dans un organisme indépendant, Trump peut licencier les dirigeants et les employés, et dans un autre, exactement pareil, juridiquement, il ne peut pas. Il n'y a aucune logique ici, et les critiques l'ont tout de suite remarqué. Donc cela veut dire que tous les arguments des juges dans la décision précédente, c'est complètement absurde, c'est complètement faux. Pourquoi Trump peut-il licencier des employés dans d'autres agences, mais pas à la Réserve fédérale? Cela signifie que la seule protection qui reste aux organismes indépendants n'est pas la loi. En fait, cela dépend de l'humeur de 6 juges qui peuvent désormais décider oui ou non, peu importe la loi. Aujourd'hui, disons, ils ont épargné la Réserve fédérale, la Fed, mais demain, ils peuvent changer d'avis et dire « Écoutez, non, qu'on licencie quand même Lisa Cook ». C'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis fonctionne désormais. Mais la décision de la Cour suprême du 29 juin est le point final d'une longue série où le pouvoir passait progressivement entre les mêmes mains, étape par étape. Je vais détailler la chronologie pour mieux comprendre la situation. La première étape remonte au premier mandat du président Trump. C'est à ce moment-là que la Cour suprême a commencé à saper la protection des agences indépendantes, en permettant à Trump de limoger le chef d'une autre agence, le Bureau de protection financière des consommateurs. À ce moment, la Cour a déclaré qu'on pouvait le limoger, car l'agence était dirigée par un seul directeur, non par un collège. Cela signifie que si une agence est dirigée par une seule personne et non par un collège, alors, on peut renvoyer cette personne. Aujourd'hui, la réserve est levée et le renvoi des membres des commissions collégiales est désormais possible. La deuxième étape porte sur la question de l'immunité. Je ne sais pas, peut-être que beaucoup l'ont déjà oublié, mais en 2024, cette même Cour suprême a, pour la première fois en 250 ans, rendu une décision qui a changé le statut même du président face à la loi. À ce moment-là, il a été décidé que si le chef de l'État, c'est-à-dire Donald Trump, agit officiellement, précisément en tant que président, il est protégé contre toute poursuite pénale pour ses actions. Qu'elles soient légales ou non, peu importe. Président, il serait intouchable. À ce moment, sans doute pour la première fois, le président des États-Unis a été placé au-dessus de la loi, alors qu'elle est censée être la même pour tous. Mais certains sont plus égaux que d'autres. Donc si le président enfreint la loi, mais qu'il est son président, en principe, c'est bien on ne peut pas le toucher. Et la troisième étape, ce sont les injonctions judiciaires nationales. Et en 2025, le deuxième mandat de Trump avait déjà commencé. Et alors la Cour a limité le droit des juges de bloquer les actions de la Maison-Blanche dans tout le pays. Par 6 voix contre 3, la Cour suprême a de nouveau limité les injonctions nationales pour ne viser que ceux ayant directement intenté une action en justice. Autrement dit, une action illégale vise un groupe de personnes. Et dans ce groupe de personnes, il n'y en a eu qu'un seul qui est allé engager une action en justice. Le tribunal reconnaît l'illégalité de l'action contre le groupe, mais ne protège que le plaignant. Les autres doivent aussi porter plainte s'ils le souhaitent. Voilà comment cela a fonctionné. En langage courant, auparavant, un seul juge pouvait suspendre un décret illégal pour tous les Américains en même temps. C'était possible. Désormais, seuls les plaignants individuels sont concernés, les autres devront engager une action séparée. Voilà, un seul juge ne peut plus simplement suspendre les décisions de Trump comme ça. Et voici une idée très importante que l'on oublie souvent. L'usurpation du pouvoir ne passe pas seulement par la prise de compétences, mais aussi par l'élimination de ceux qui peuvent dire non, un refus officiel. La décision d'aujourd'hui sur les licenciements et celle de l'an dernier sur les injonctions judiciaires visent le même but, éliminer les personnes indépendantes pouvant stopper le président des États-Unis. Ils ont affaibli les juges. Un seul juge ne peut décider pour tout le peuple américain. Ce n'est pas possible. Et maintenant, ils affaiblissent les agences indépendantes, qui étaient censées fonctionner en dehors de la politique et des convictions politiques. Mais heureusement, il y a aussi l'autre côté. Le tribunal ne statue pas toujours en faveur de Trump. Pour être honnête et précis, il est important de montrer aussi là où Trump perd. Sur les tarifs commerciaux, Trump a subi une défaite sérieuse.
Et je rappelle que le 20 février 2026, la Cour suprême, par 6 voix contre 3, a annulé les droits de douane mondiaux massifs de Trump, jugeant que le président avait outrepassé ses pouvoirs en invoquant la loi sur les pouvoirs d'urgence. Trump était alors furieux. Il a qualifié la décision de honteuse et a dit qu'il avait honte d'avoir de tels juges. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant. Maintenant, il n'a plus honte de ses juges. À l'époque, il avait honte et disait « Les juges sont mauvais, maintenant les juges sont bons ». Et puis, le 29 juin, il y a eu une surprise qui a porté un coup à Trump. La Cour a soutenu les lois des États qui permettent de comptabiliser les bulletins de vote par correspondance arrivés après le jour des élections. C'était une riposte inattendue à l'ancienne tactique de Trump contre le vote par correspondance. Trump a immédiatement appelé le Congrès américain à adopter la loi Save America Act, qui limite les bulletins de vote par correspondance et introduit de nouvelles exigences strictes en matière d'identification et de preuve de citoyenneté. Et en plus, le tribunal a rejeté son appel dans l'affaire de Jean Carroll. Cela signifie que Trump doit verser 5 millions de dollars à l'ancienne chroniqueuse. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici en bref. L'écrivaine et journaliste Jean Carroll a publiquement déclaré qu'au milieu des années 1990, Donald Trump l'avait agressée sexuellement dans une cabine d'essayage d'un grand magasin à New York. Trump a catégoriquement rejeté ces accusations, bien sûr, qualifiant Carroll de menteuse et son histoire d'escroquerie inventée. En réponse, la journaliste a intenté des poursuites civiles contre Trump pour diffamation et atteinte à sa réputation. Finalement, le tribunal l'a reconnu légalement responsable d'agression sexuelle et de diffamation, bien que le viol lui-même n'ait pas été considéré comme prouvé selon les normes pénales de New York. Mais néanmoins, il a été jugé responsable et doit maintenant payer 5 millions de dollars. Mais revenons aux élections. Le 29 juin, le tribunal a rendu une décision aux répercussions durables. La Cour suprême a accepté d'examiner la légalité des purges massives des listes électorales dans les dernières semaines précédant les élections. Dans une affaire plus large sur les méthodes de retrait des non-citoyens des listes en Arizona, le contexte est clairement précisé. Cela renforce les efforts des républicains pour durcir les règles de vote sur fond d'allégations infondées de Trump concernant des fraudes massives. Pourquoi tout cela est-il dangereux ? Eh bien, tout d'abord, la Cour suprême, en permettant à Trump de limoger les dirigeants des agences indépendantes, a supprimé un garde-fou, ce même gardien de la porte d'entrée. Le système à 3 branches du pouvoir n'existe pas par amour de la bureaucratie, mais parce qu'un pouvoir sans limite finit toujours de la même manière, par des abus et une usurpation. Toujours. Lorsque le président peut renvoyer n'importe quel régulateur, enquêteur ou arbitre qui lui fait simplement obstacle, le sens même du contrôle indépendant disparaît. En Ukraine, ils ont tenté la même chose avec le Bureau national de lutte contre la corruption et le parquet spécialisé anticorruption, mais heureusement cela a échoué. Un organisme qui doit, par exemple, contrôler la sécurité des médicaments et des aliments, enquêter sur les accidents d'avion, protéger les consommateurs, défendre les travailleurs, et ainsi de suite. Commence maintenant à se tourner vers la Maison-Blanche et non vers les faits, observant les tendances actuelles là-bas. Si Trump, par exemple, demande d'agir contre, disons, les travailleurs, alors cet organisme ne les protégera pas. Parce que le dirigeant de cet organisme comprend que s'il va à l'encontre de la volonté de Trump, il sera immédiatement renvoyé. C'est tout. Autrement dit, l'accent n'est pas mis sur les faits, mais sur la conjoncture politique. Deuxièmement, cela vaut pour n'importe quel futur président. Et il est crucial de comprendre cela en dehors de toute logique partisane. Le pouvoir que la Cour suprême a accordé aujourd'hui à Donald Trump restera entre les mains du prochain occupant de la Maison-Blanche, quel qu'il soit. C'est pourquoi même certains républicains ont été choqués par une telle décision. Parce qu'ils comprennent parfaitement que tous ces pouvoirs seront aussi entre les mains du prochain président démocrate. Et vous savez, c'est le 3e point. Si l'on regarde toutes ces décisions séparément, elles ne semblent pas si effrayantes. Bon, quelqu'un a été licencié. Ils ont licencié une fonctionnaire, limité les juges dans certains États et affaibli une seule loi. Ils ont accepté d'examiner une seule affaire. Pris séparément, tout cela paraît être de simples détails, de la poussière. Mais le fait est que, si on regarde tout cela de l'extérieur, il devient évident que de plus en plus de pouvoirs se concentrent entre les mains d'une seule personne. De moins en moins de personnes peuvent dire « stop ».
Et sans doute le détail le plus révélateur, c'est le contexte dans lequel tout cela se déroule. Un récent sondage sociologique a montré que la fierté des Américains pour leur démocratie est tombée à 28%. Moins d'un tiers des Américains aujourd'hui sont fiers de la façon dont fonctionne leur démocratie. Moins d'un tiers. Le pays qui, il y a 250 ans, s'est révolté contre un roi célèbre aujourd'hui son anniversaire en se demandant si son président n'a pas obtenu un pouvoir que même cette couronne ne connaissait pas. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.